Le soleil se lève sur les ruines fumantes de Séoul en ce matin de juillet 1953. Kim Jae-sung, 23 ans, contemple ce qui reste de sa ville natale. Ses yeux fatigués parcourent les décombres témoins silencieux de 3 années de conflits acharnés. Il y a à peine 3 ans, Jae-sung était un jeune étudiant en littérature plein d'espoir. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un soldat épuisé, marqué à jamais par les horreurs de la guerre. Le fracas des bombes, les cris des blessés, la perte de ses camarades, tous ces souvenirs le hanteront à jamais. Mais ce 27 juillet 1953, la Corée peut enfin souffler, car l'armistice est signé à Panmunjom. Le général Mark Clark pour les Nations Unies allié à la Corée du Sud et le général Nam Il pour la Corée du Nord apposent leur signature sur le document. Mais officiellement, pas un membre du gouvernement sud-coréen ne signera l'armistice. Les deux pays sont donc encore en guerre. La péninsule coréenne est alors divisée en deux à partir du 38e parallèle. Pourtant, alors que la nouvelle du conflit se répand, Jae-sung ne peut se résoudre à célébrer. Car au fond de lui, il le sait, la Corée n'a plus rien. Les infrastructures sont détruites, l'économie est en ruine et la population traumatisée pleure encore ses morts. À ce stade, seul un miracle peut redresser le pays. Et un miracle, c'est précisément ce qui s'est produit. Ce qu'on appellera plus tard le miracle de la rivière Han allait transformer la Corée du Sud de manière spectaculaire. Aujourd'hui, quand on évoque la Corée du Sud, on imagine Samsung, Hyundai, LG. Sur nos écrans, c'est Squid Game, Parasite, Crash Landing on You qui sont binge-watchés aux 4 coins du monde. Dans nos écouteurs, BTS, Blackpink, G-Dragon, XG inondent nos playlists. Et dans le divertissement, bien sûr, c'est les webtoons, la télé-réalité, l'art, les vêtements et même la bouffe qui sont absolument partout. En clair, l'influence coréenne s'étend et se propage. Elle façonne nos modes, nos goûts, nos envies. Mais derrière toute cette effervescence, que se cache-t-il vraiment? Comment un pays ravagé par la guerre il y a 7 décennies a-t-il pu se métamorphoser en une telle puissance culturelle et économique? En d'autres termes, comment la Corée du Sud est devenue aussi populaire? Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit cours d'histoire s'impose. Historiquement, la Corée du Sud n'a jamais vraiment eu de chance. Après 35 ans d'occupation japonaise qui prend fin en 1945 avec la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, le pays tente tant bien que mal de se reconstruire. Mais cette période de répit est de courte durée, avec l'arrivée de la guerre de Corée et son bilan humain catastrophique, soit ses 150 000 morts, ses plus de 3 millions disparus et ses 250 000 blessés. À ce moment-là, la Corée du Sud est l'un des pays les plus pauvres au monde, au même titre que certains pays d'Afrique, comme le Soudan ou l'Éthiopie. Autant dire qu'on est très, mais très loin de la Corée ultra-moderne d'aujourd'hui. Face à cette situation catastrophique, le gouvernement sud-coréen, sous la pression du président Park Chung-hee, décide de jouer le tout pour le tout avec une stratégie économique bien agressive. D'abord, opter pour la réduction massive des importations. L'objectif est simple: arrêter d'acheter des produits étrangers pour forcer le développement des industries locales, notamment dans des secteurs comme le textile ou l'acier. Ensuite, exporter à fond. Pour ramener l'argent dans le pays, la Corée du Sud mise avant tout sur la vente de ses produits à l'étranger et commence à se positionner sur les marchés internationaux. Et devinez quoi? Bah ça marche. Les Sud-Coréens portés par un fort sentiment national jouent le rôle à fond et consomment local. Mais un autre élément va complètement changer la donne. Le gouvernement comprend vite que pour relancer l'économie, il faut des entreprises solides capables d'exporter en masse. Il décide alors de soutenir à fond de grosses entreprises nationales comme Samsung, Hyundai ou encore LG. Ces entreprises, on les appelle les chaebol. Chae pour richesse et bol pour clan. Ce terme désigne ces grands groupes d'affaires multisectoriels dirigés par une seule famille. Et ce qui est très surprenant, c'est que les chaebol vont avoir carte blanche. Le gouvernement leur accorde des prêts à taux très avantageux, une protection contre la concurrence étrangère, notamment via des taxes sur les importations, et un accès quasi exclusif aux grands projets d'infrastructure financés par l'État. Cependant, miser uniquement sur ça serait complètement dérisoire, car l'État comprend vite que pour rivaliser avec les grandes puissances, il ne faut pas négliger l'avenir. C'est pourquoi il investit massivement dans l'éducation et la recherche. L'alphabétisation devient une priorité, avec des programmes nationaux pour scolariser toute la population. L'enseignement supérieur est renforcé et modernisé, avec la création d'universités spécialisées en ingénierie, commerce et technologie. Et le gouvernement met en place aussi des centres de recherche et d'innovation pour rattraper ce retard technologique et développer ses propres brevets. Alors, il ne faut pas non plus oublier un détail très important. La Corée du Sud ne se relève pas du jour au lendemain toute seule, puisqu'elle bénéficie aussi du soutien des États-Unis qui injectent des milliards de dollars dans l'économie coréenne. Entre 1945 et 1961, l'aide américaine représente jusqu'à 8% du PIB du pays. Mais tout n'est pas tout rose dans cette reconstruction. Le régime de Park Chung-hee est ultra autoritaire. Il n'y a pas de liberté d'expression, ni de liberté de la presse. Le droit des travailleurs est complètement écrasé et toute contestation est violemment étouffée. On n'est vraiment pas loin d'un gouvernement totalitaire. Malgré tout, la Corée du Sud progresse à une vitesse folle et se hisse progressivement comme la 11e puissance économique mondiale. On est en 2013. Et alors que je traîne tranquillement sur YouTube, je tombe par hasard sur cette vidéo dont la miniature m'interpelle. Ringalinga Taeyong. Je clique dessus et les premières notes de piano m'attrapent tout de suite. Je reconnais pas la langue, mais étrangement, j'y regarde les clips jusqu'au bout. La chorégraphie, le flow de l'artiste, la manière dont il était habillé, la musique, sans le savoir, je venais d'avoir ma première expérience avec la K-pop.
Et de ce premier contact, tout s'est enchaîné très vite. J'ai appris qu'il existait d'autres groupes de K-pop composés de femmes, d'hommes, bref, la K-pop, c'est ça. Pour comprendre comment un titre comme Ringalinga s'est retrouvé propulsé par l'algorithme YouTube et m'a été recommandé directement, il faut remonter un petit peu en arrière. Tout commence dans les années 90, avec ce groupe, Seo Taiji and Boys, le tout premier groupe à avoir posé les bases de la K-pop moderne. Leur arrivée a été un véritable électrochoc en Corée du Sud. Tenues colorées, inspirées des tendances US avec des flows rappés, des sons hip-hop, c'était une véritable révolution. Parce qu'avant eux, la musique coréenne se résumait principalement à des ballades et des mélodies traditionnelles. Mais ce qui a fait exploser leur succès, c'était le fait qu'ils sont parvenus à toucher une génération en quête de renouveau. Une jeunesse qui ne se reconnaissait plus du tout dans la musique traditionnelle de l'époque. Ils incarnaient une véritable rébellion culturelle. En parallèle, un homme va rapidement comprendre l'importance du divertissement et capitaliser dessus. Lee Soo-man, c'est son nom, fondateur de la SM Entertainment, l'une des plus grosses agences de divertissement de Corée du Sud, découvre, lors d'un voyage aux États-Unis, l'ampleur de l'industrie musicale et l'impact de MTV auprès de la jeune génération. Inspiré par ce modèle, il perçoit le potentiel d'un système où la musique, l'image et le divertissement forment un tout, avec un objectif clair, conquérir le public adolescent coréen. Face à cet engouement, 3 agences de divertissement vont flairer le coup, la SM Entertainment, la YG et la JYP Entertainment. Ensemble, elles vont créer un véritable écosystème construit autour des idoles. Ce système d'idoles avec ces groupes de K-pop rencontre un immense succès dans tout le pays dès le début des années 2000, avec des premières générations de groupes comme H.O.T. ou SES. Puis, entre 2000 et 2010, une deuxième génération va voir le jour. C'est l'arrivée des fameux groupes comme Big Bang, Girl Generation ou encore TVXQ. Et c'est avec l'arrivée de la troisième génération, à partir des années 2010, que la K-pop va dépasser les frontières et exploser partout dans le monde. BTS, Blackpink, Stray Kids, même si vous n'êtes pas fan de K-pop, vous en avez déjà forcément entendu parler. Et concrètement, cette explosion de popularité n'aurait jamais été possible sans les réseaux sociaux, qui ont créé un véritable lien entre les artistes et leurs fans à travers le monde. Là où les générations précédentes dépendaient des médias traditionnels pour toucher un public international, la K-pop a su tirer parti des plateformes comme YouTube, Twitter et Instagram pour briser les barrières culturelles et linguistiques. YouTube en particulier a joué un rôle clé en rendant les clips accessibles à un grand public. Des titres comme Gangnam Style de Psy ou encore Ringalinga de Taeyong ont explosé grâce à la viralité des recommandations et des partages. Mais ce n'est pas tout. Les agences de K-pop ont rapidement compris l'importance d'impliquer directement les fans. Vlogs, live interactifs, challenge TikTok, chaque sortie musicale est orchestrée comme un véritable événement mondial, transformant chaque fan en ambassadeur actif du mouvement. La K-pop ne se contente plus simplement d'être un genre musical, elle devient un phénomène culturel qui influence la mode, la beauté et les nouvelles tendances du moment. Alors je sais pas si vous vous rendez compte de l'impact de cette industrie, mais rien que pour le groupe BTS, qui est le groupe le plus connu à ce jour, il pèse 0,3% du PIB national coréen, avec 4,6 milliards d'euros générés chaque année. Leur chanson Dynamite a rapporté à elle seule 1,43 milliard de dollars. C'est du délire. Alors pour des millions de personnes à travers le monde, moi y compris, la K-pop a été le premier pas vers la découverte de la culture coréenne. Mais ça serait bien trop réducteur de se dire que la culture sud-coréenne ne se résume uniquement qu'à sa musique. Squid Game, Itaewon Class, My Name, The Penthouse, ces séries ont conquis le monde et propulsé leurs acteurs au rang de stars internationales. Aujourd'hui, les K-dramas sont absolument partout, sur Netflix, sur les réseaux sociaux. Leur succès dépasse les frontières et témoigne de l'énorme impact de la culture coréenne à travers le monde. Et cette popularité des K-dramas débute là aussi dans les années 1990. Lorsque la Corée du Sud a commencé à exporter ses séries vers d'autres pays asiatiques comme notamment la Chine, Taïwan ou encore le Japon. Mais c'est véritablement avec l'essor du streaming que ces séries ont connu un rayonnement international. Des plateformes comme Netflix, Viki, Rakuten TV ou Disney+ ont rendu ces contenus accessibles à un public occidental avec des sous-titres et des doublages dans toutes les langues. Mais le succès des K-dramas ne se limite pas à l'audience, car cette industrie est un gros moteur économique pour la Corée du Sud. En 2021, l'industrie des K-dramas a généré environ 3,4 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout. Sur Netflix, le temps de visionnage des contenus coréens a augmenté de 200% entre 2019 et 2021, preuve de leur popularité croissante.
Certaines séries sud-coréennes figurent désormais parmi les productions les plus regardées de l'histoire de la plateforme. Et il n'est pas rare de voir au détour d'une série des placements de produits parfaitement intégrés à l'intrigue. En effet, la plupart des personnages utilisent des smartphones Samsung, se déplacent en Hyundai, regardent la télévision avec des écrans LG et se maquillent avec des produits de beauté comme par exemple la neige ou Innisfree. Et ces placements de produits sont très lucratifs. Un exemple frappant, après la diffusion de Crash Landing on You, les ventes du rouge à lèvres néoclassique maté de la marque Solwasu, porté par Song Ye-jin, ont juste grimpé en flèche. Et si vous regardez ces K-dramas depuis un bon petit moment, il y a peut-être un détail qui vous a sûrement pas échappé. Les personnages mangent beaucoup. Les scènes de repas sont omniprésentes, qu'il s'agisse de simples encas nocturnes, de banquets entre amis ou de plats réconfortants après une journée éprouvante. Bref, en fait, ils mangent vraiment beaucoup et ça fait partie de la culture d'ailleurs. Cette mise en avant de la nourriture n'est pas anodine. Elle permet de valoriser la richesse de la cuisine coréenne et d'éveiller la curiosité du public international. Grâce au K-drama, des plats autrefois méconnus sont devenus de véritables phénomènes culinaires. Le kimchi, le bibimbap, le tteokbokki, les barbecues coréens, bon, vous les connaissez tous, ces plats. L'impact des K-dramas sur la gastronomie est indéniable. En témoigne la montée en flèche des restaurants coréens à l'international. Que ce soit Paris, Londres ou Los Angeles, ils attirent une clientèle de plus en plus nombreuse. En 2022, les exportations de produits alimentaires coréens ont atteint 11 milliards de dollars, en grande partie grâce à l'influence du divertissement coréen. Mais réduire la force du divertissement coréen au K-drama serait une erreur, car avant même leur explosion, le cinéma coréen s'imposait déjà comme une référence incontournable du 7e art. Le cinéma coréen est reconnu pour son audace, sa brutalité assumée et ses scénarios imprévisibles qui s'écartent des conventions hollywoodiennes. Et c'est pour ça que ça plaît. Les films frappent fort, dérangent, bouleversent et offrent une expérience assez marquante pour le spectateur. Et niveau thématique, on ratisse très large. Parmi les films qui ont marqué l'histoire du cinéma, Old Boy, sorti en 2003 de Park Chan-wook, est sans doute l'un des plus emblématiques. Beaucoup se souviendront de sa mythique scène de combat en plan séquence rappelant presque un jeu vidéo en 2D, symbole de la créativité et de l'ingéniosité du réalisateur. Old Boy a été à juste titre le film qui a élevé le cinéma coréen sur la scène internationale. Son succès a permis à de nombreux autres films coréens de gagner en visibilité et de s'imposer comme des références incontournables du genre. The Chaser, Memories of Murder and A Bittersweet Life. Puis en 2019, une autre œuvre va tout retourner sur son passage, raflant l'Oscar du meilleur film, devenant le premier film en langue étrangère à remporter ce prix. Je parle bien évidemment de Parasite, de Bong Joon-ho, qui a fait franchir un nouveau cap à la Corée du Sud, mettant encore plus en lumière tout le soft power du pays du matin calme. Et d'ailleurs, 2019, c'est une année phare pour la Corée du Sud. Elle a permis à la vague coréenne d'absolument tout rafler dans tous les secteurs possibles. En K-pop, par exemple, 2019, c'est la sortie de Map of Seoul de BTS et de son single Boy With Love qui a tout retourné. C'est aussi la sortie du single phare de Blackpink, Kill This Love, mais c'est surtout dans le K-drama, la sortie de Crash Landing on You et de Vagabond. Le succès de la Hallyu semble irrésistible. À force de voir des films, d'écouter de la K-pop, l'envie de visiter le pays s'immerge dans nos esprits. On rêve de découvrir la culture, de goûter aux plats emblématiques directement sur place, de visiter Séoul et ses quartiers animés, et bien sûr de faire la fête dans les meilleures boîtes de la capitale. La Corée du Sud, autrefois dans l'ombre du Japon, fascine désormais tout autant, voire plus. Elle s'impose comme la destination tendance, celle où l'on veut voyager et s'expatrier. Mais derrière ces paillettes se cache bien évidemment une réalité très différente. Cette vidéo publiée il y a quelques mois sur TikTok a énormément fait parler. On y voit une jeune femme partir très fièrement en Corée du Sud pour rencontrer l'homme de sa vie. Sauf qu'une fois arrivée sur place, elle s'étonne de pas tomber sur des mecs entre guillemets beaux et au contraire de voir des gars avec des physiques absolument lambda. Et elle va s'amuser à les filmer dans la rue, tout en témoignant de son agacement. Cette vidéo, je vous cache pas qu'elle a fait un immense bad buzz et a attiré les foudres de la communauté asiatique. Stop this. Stop filming strangers on the street. Stop pretending like you believe that every person in Korea looks like an idol. Stop being borderline racist, implying that... Sauf que ce phénomène n'est pas nouveau. Sur les réseaux sociaux, depuis quelques années, on voit arriver une sorte d'idéalisation de la culture asiatique, qui a tendance à se transformer en fétichisation de l'Asie, et plus précisément de la Corée du Sud. Sur TikTok, beaucoup de jeunes asiatiques du monde entier, coréens ou non, témoignent de ce nouveau phénomène en disant qu'ils ont cette impression d'être devenus à la mode, comme si être asiatique, c'était stylé. Dans des cas encore plus extrêmes, certaines personnes manifestent un intérêt excessif, obsessionnel pour la Corée du Sud, au point de potentiellement négliger sa propre identité culturelle. On les appelle les Coréabous.
Alors, pour tenter d'expliquer cette fétichisation, on pourrait dire que c'est dû au physique des Coréens. Quand on regarde un K-drama ou un idol de K-pop, c'est le premier truc qui saute aux yeux. Ils sont tous beaux et belles, leur peau est magnifique, ils sont grands et lancés, n'ont pas de défauts, sont drôles, polis. Alors il n'est pas sans rappeler que la Corée du Sud est l'un des pays où la chirurgie esthétique est la plus répandue au monde. Cette pratique est tellement ancrée dans la culture qu'elle est souvent considérée comme un rite de passage pour les jeunes adultes. Par exemple, offrir une opération de chirurgie esthétique comme cadeau pour un diplôme est une pratique très courante. Les interventions chirurgicales les plus populaires d'ailleurs incluent la double paupière, destinée à occidentaliser le regard, le remodelage du nez et la réduction de la mâchoire pour obtenir un visage plus en V. Cette quête de la perfection physique a un impact direct sur la jeune génération. La standardisation de la beauté contribue également à renforcer l'idée que l'apparence physique est un facteur déterminant au succès social et professionnel. En Corée du Sud, l'apparence physique ne se limite pas simplement à l'esthétique personnelle. Elle joue également un rôle crucial dans le milieu professionnel. Plus vous allez être beau ou belle, plus les opportunités d'emploi semblent s'ouvrir à vous. D'ailleurs, le milieu professionnel sud-coréen, parlons-en, car il est également connu pour ses exigences extrêmes et ses conditions de travail particulièrement éprouvantes. La Corée du Sud affiche l'un des temps de travail les plus élevés parmi l'OCDE, soit environ 50 à 68 heures de travail par semaine. Cette culture du travail intensif repose sur une hiérarchie stricte et un sens aigu du devoir envers son entreprise. Les employés sont souvent encouragés à rester tard au bureau, non pas parce qu'ils ont encore du travail à faire, mais pour montrer leur dévouement à leurs supérieurs. Il n'est pas rare que des employés sacrifient leur vie personnelle pour répondre aux attentes élevées de leur entreprise. Et cette pression constante a des conséquences graves sur la santé mentale des travailleurs sud-coréens. La Corée du Sud affiche malheureusement l'un des taux de suicide les plus élevés parmi les pays développés. Le phénomène du karoshi, ou mort par surmenage, bien qu'il soit un terme japonais, trouve également écho en Corée du Sud. L'écosystème des idoles en Corée du Sud est souvent présenté comme un rêve accessible, incarné par des artistes charismatiques, talentueux et parfaits aux yeux du public. Pourtant, derrière les paillettes et les projecteurs se cache une réalité un peu plus sombre, car cette industrie, qui génère des milliards de dollars chaque année, repose sur des pratiques controversées et des exigences extrêmes qui ont des conséquences humaines parfois tragiques. Dès leur adolescence, les aspirants idoles sont repérés par des agences de divertissement qui les soumettent à un entraînement intensif. Une fois qu'ils deviennent idoles, la pression malheureusement ne fait qu'augmenter. Ils doivent alors maintenir une image irréprochable, éviter tout comportement ou scandale susceptible d'entacher leur réputation ou celle de leur agence. Les idoles sont également soumis à des contrats très contraignants, souvent surnommés contrats d'esclavage, qui limitent leur liberté personnelle et financière. Ces contrats imposent parfois des clauses absurdes, comme l'interdiction de sortir avec quelqu'un ou d'exprimer n'importe quelle opinion. Et en plus de ces dérives internes de l'industrie du divertissement, la vague Hallyu fait face à un défi externe majeur, celui de sa durabilité à l'échelle mondiale. La popularité croissante de la culture coréenne a entraîné une sorte de saturation progressive du marché culturel. Vous l'avez peut-être remarqué, mais chaque année, des dizaines de nouveaux groupes de K-pop font leur début, tandis que des plateformes de streaming regorgent de K-drama et autres contenus coréens. Cette saturation soulève le risque d'une bulle culturelle, où l'intérêt pour la culture coréenne pourrait diminuer rapidement si elle ne parvient pas à se renouveler constamment. Les consommateurs internationaux pourraient se lasser si les contenus commencent à manquer d'originalité ou si les productions deviennent trop répétitives. Par ailleurs, la Corée du Sud fait face à une concurrence d'autres cultures asiatiques. Le Japon reste un acteur majeur avec sa J-pop, ses animés et ses mangas, et la Chine commence également à s'imposer doucement avec ses dramas et sa musique populaire. Ces nouvelles concurrences obligent la Corée du Sud à innover constamment pour maintenir son avantage compétitif sur la scène mondiale. Il y a 70 ans, la Corée du Sud n'était qu'un champ de ruines. Aujourd'hui, elle illumine la planète entière avec ses séries, sa musique, ses marques et son art. Car si la Corée a su conquérir le monde, elle doit désormais apprendre à se renouveler, à se préserver et à protéger ses artistes autant que son image. Alors une question se pose, jusqu'où ira cette vague coréenne ?